Europe 1, 2022. Dimitri Pavlenko. 8h42, c'était la fête de la musique hier à l'Elysée. Dans la journée, l'humeur n'était pas très festive, disons-le, au palais où Emmanuel Macron a reçu tour à tour les chefs de parti, LR, le PS, le Rassemblement National, les communistes, ainsi que ses alliés du Modem et de Renaissance. Pour leur dire quoi ? Eh bien, pas grand-chose, semble-t-il. Le président consulte, il veut écouter ses opposants, qui sont venus d'ailleurs au passage avec leur liste de courses. À la sortie, donc, un message présidentiel porté à la connaissance des Français par Fabien Roussel, le leader communiste. Emmanuel Macron songerait à un gouvernement d'union nationale. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Louis Osalter est avec nous aussi, journaliste politique à Bonjour Marianne. Dimitri. Bonjour Louis, je signale votre ouvrage qui est sorti il y a quelques jours seulement, le 8 juin, L'étrange victoire Macron 2. Excellent livre. L'histoire secrète. Ouais, il y a plein d'anecdotes, on apprend énormément de choses. C'est aux éditions de l'Observatoire. Gouvernement d'union nationale, l'expression est lâchée. Alors, à cette occasion, j'ai retrouvé une note de la Fondation Jean Jaurès. Note rédigée en mai 2020, au moment où on parlait d'ailleurs, à ce moment-là, rappelez-vous, d'union nationale. Des sondages étaient parus montrant que plus de 2 Français sur 3 souhaitaient qu'Emmanuel Macron aille dans cette direction. La crise était là, la crise du Covid. Les circonstances étaient, semble-t-il, réunies. Et cette fois-ci, les conditions sont très différentes. Sont-elles réunies, pensez-vous, Vincent, pour bâtir cette union nationale qu'envisagerait Emmanuel Macron? Je pense que Emmanuel Macron, s'il a envisagé, puisque ça nous revient par Fabien Roussel ou par d'autres, mais il ne l'a pas dit directement, ce gouvernement d'union nationale manque un peu d'humilité dans les références qu'il emploie depuis quelques semaines. C'est-à-dire que l'union sacrée, c'est en 1914, c'est parce que l'Allemagne nous déclare la guerre et que la France est en guerre. Le Conseil national de la résistance, qui a inspiré directement le Conseil national de la refondation, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça commence en 1943 et c'est dans une période les plus tragiques de l'histoire de l'Europe. À la limite, l'union nationale invoquée pendant le Covid, c'est au début d'une épidémie dont on ne sait pas ce qu'elle sera. Nous sommes en guerre. Là, nous sommes dans une crise politique interne, si je puis dire, sans motif externe, qui a simplement qui exprime une seule idée. Les Français qui ont élu Emmanuel Macron président de la République n'ont pas voulu lui donner de majorité parce qu'ils ne veulent pas qu'il applique, sinon sa politique, puisqu'il n'y avait pas de programme, on ne sait pas laquelle elle est, mais au moins qu'il puisse gouverner aussi facilement qu'il a gouverné pendant 5 ans. Je ne crois pas qu'il faille, dans une situation comme ça, convoquer les grands mythes fondateurs de l'imaginaire politique, comme si on était en guerre, en épidémie, ou dans une phase de crise économique, alors peut-être viendra-t-elle, mais que pour le moment on n'est pas là, extraordinairement violente. Donc je trouve ça disproportionné, et c'est un peu tout ce qu'on voit depuis ces quelques jours, c'est-à-dire une suite de choses minuscules de la politique, les combinaisons, les coalitions, le cas par cas, le débauchage, l'arithmétique, et l'incantation qui accompagne tout cela. Ça nous ramène à des périodes anciennes de l'histoire de France. Il y a un petit air de 4e République dans ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, il y a cette idée que les législatives de dimanche dernier, ce que les Français ont fait, c'est qu'ils ont voulu imposer des opposants à Emmanuel Macron, et le voilà qui convoque cette idée magique de l'union nationale, que quand un pays est uni, il n'y a pas de crise. C'est un peu ça l'idée. Je pense qu'Emmanuel Macron, alors on pourrait dire qu'il paye en fait son flou programmatique de la présidentielle, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de programme sous la présidentielle. Il y avait eu des annonces, il y a un programme en évolution, ouais. C'est-à-dire qu'il commence sur la retraite à 65 ans de Valérie Pécresse, puis termine par la planification écologique de Jean-Luc Mélenchon. Donc le RSA conditionné à 15 à 20 ans de travail, etc. Oui, d'accord, il y avait des mesures, mais choses, déjà le contexte faisait qu'il n'y avait pas forcément une écoute attentive de toutes les propositions programmatiques, et puis lui-même n'a pas misé sur le programme, il a plutôt misé déjà sur Marine Le Pen, c'est-à-dire sur son épouvantail d'adversaires, et puis sur cette façon d'aller piocher à droite, à gauche. Moyennant quoi, il a été réélu dans des conditions extrêmement ambiguës. C'est d'ailleurs le sens du propos de notre livre avec Agathe Lambray. Et par ailleurs, je pense que les Français, aux législatives, quelque part, lui font payer ça. Et qu'il n'aurait pas, en fait, il n'aurait pas pu forcément remporter la présidentielle s'il avait dit la réalité de ses intentions, pour autant qu'il en a eu, c'est-à-dire la réalité des réformes qu'il voulait faire, du programme que voulaient appliquer certains dans son parti. Donc il est resté flou, il a pioché des idées à droite à gauche pour pouvoir piocher des électeurs à droite et à gauche. Mais est-ce que ça n'est pas aujourd'hui, sa le message force, des électeurs, c'est de lui dire, mais en fait, le programme que supposément vous avez, le macronisme tel qu'il était depuis 5 ans, ils n'en veulent plus et ils ont voulu entraver le président. En fait, ils ont corrigé ce qui était un non-choix à la présidentielle parce que ça ressemble à une élection par défaut, par un choix aux élections législatives qui est de dire Emmanuel Macron
reste président, certes, mais n'aura pas les mains libres. Alors, mais j'entends ce que vous dites. Il y a, je pense, dans le vote de nombreux électeurs, une forme de détestation d'Emmanuel Macron qui s'est exprimée. Mais malgré tout, quand il parle d'union nationale, alors, est-ce que c'est pour réunir des idées ou des ambitieux dans un gouvernement ? Et puis, malgré tout, on peut se poser la question, est-ce que cette crise politique est absolument insurmontable ? Vincent Trémollet de Villers. Mais quand on parle d'union nationale, c'est pour affronter un péril qui menace la nation. Oui, c'est la patrie en danger, là, etc. Le péril, il menace Emmanuel Macron et sa majorité. Donc, il ne peut pas enrégimenter l'intégralité du personnel politique et des citoyens dans la difficulté politique devant laquelle il est. Enfin, il peut le faire, ça fait partie du jeu. Mais les autres auront beau jeu de refuser de rentrer dans ce qui ne s'apparente qu'à une combinaison revêtue de la tunique des grands mots et des grands principes. Donc non, moi je crois que de toute façon, cette formule, on va prendre maintenant les choses très précisément et concrètement. Hier, il a rencontré un certain nombre de chefs de parti et à certains, il n'a pas parlé de l'Union nationale et à d'autres, il en a parlé. Donc comment déjà ça montre que ce sont simplement des tentatives politiciennes pour essayer de gagner du temps. La difficulté devant laquelle est Emmanuel Macron, c'est que le principe de la démocratie, c'est que vous devez réunir une majorité pour pouvoir gouverner. Il ne l'a pas réunie. Maintenant, est-ce qu'il va parvenir, avec la composition de l'Assemblée telle qu'elle est, à le faire ? S'il n'y arrive pas, eh ben, on arrivera à terme à une crise politique et donc à une dissolution. Oui. C'est quand même ça qui se dessine à l'horizon. Alors, dans Le Figaro ce matin, très intéressant, à propos du Rassemblement national, qui semble-t-il fait partie des forces politiques avec qui il n'est pas question de traiter. Quoique, en tout cas, c'est ce qui est dit officiellement. Ça dépend d'un ministre à l'autre, c'est pas la même chose. Voilà, exact. Vous avez raison, Clément Beaune, tout à l'heure à ce micro, disait tout le monde sauf le Rassemblement national. Vérité en deçà de la place Vendôme, erreur au-delà. Exactement. Alors, on lit dans Le Figaro que ce qu'a dit Marine Le Pen hier à Emmanuel Macron, c'est on peut travailler ensemble, il y a pas, c'est envisageable. Mais en revanche, attention, si à l'Assemblée, votre groupe, ensemble, bloque systématiquement le Rassemblement national, que ce soit dans l'attribution des sièges importants dans les commissions, et si vous nous bloquez, nous vous bloquerons. Voilà, il y a cette idée d'un deal possible peut-être avec Marine Le Pen. Il y a l'idée... Alors, est-ce que là... Elle menace même d'une coalition avec la gauche contre Emmanuel Macron si celui-ci tente par tous les scénarios sont possibles. Vous avez un scénario, par exemple, avec la loi sur le pouvoir d'achat, où la gauche ne la vote pas parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas assez ambitieuse, la droite ne la vote pas parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas financée, et Marine Le Pen la vote parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas assez ambitieuse, mais que c'est déjà un peu mieux que ce qu'il y a avant, et que pour les gens les plus humbles, il faut quand même qu'ils reçoivent quelque chose. Tous ces scénarios-là existent, mais on voit bien qu'ils dessinent une pratique parlementaire qui, quand on parle de crise de régime, etc., c'est complètement excessif. Il y a les outils pour gouverner. Mais il y a des outils pour gouverner extraordinairement mollement, difficilement, lentement, et avec quand même un chef de l'État qui a gouverné pendant 4 ans en situation de crise, en s'affranchissant de toutes ces difficultés, de toutes ces ingratitudes, de tous ces obstacles. Il faut se souvenir du symbole même du Conseil de défense sanitaire, qui était la pratique verticale absolue du pouvoir. Et là, on arrive à une horizontalité scandinave. Alors peut-être va-t-il parvenir à s'y convertir et le personnel politique français d'un seul coup. Moi, j'ai des doutes. Mais en tout cas, c'est devant ce basculement qu'est aujourd'hui le président de la République. Mais Louis, si on tire un peu le fil là, on était dans l'historien Nicolas Rousselier dit que la 5e fonctionne comme une démocratie exécutive. Et ce qui veut dire par là, c'est quand il y a un gouvernement, une majorité forte, le gouvernement décide, le Parlement vote très rapidement derrière, et les textes s'empilent, on prend même plus la peine de publier les décrets d'application, donc on a des textes mornés, qui ne servent à rien. Là, on va être dans un fonctionnement où il y aura des petites majorités, très calibrées, texte par texte, qu'il faudra négocier comme ça âprement. Est-ce que finalement, ça n'est pas ça, la démocratie, tout simplement, Louis Osalter ? En fait, il y a 2 scénarios. Soit Emmanuel Macron trouve maintenant une solution politique globale qui ne pourrait être que s'allier avec une partie de la droite, en réalité. C'est-à-dire que mathématiquement et politiquement, c'est la seule solution. Or, ça ne semble pas exactement parti sur des bonnes roues. Soit, effectivement, c'est ce scénario-là. C'est-à-dire que c'est le quinquennat du coup par coup, où, effectivement, comme le disait Vincent, on réactive des outils qui existent, c'est juste qu'on ne les connaissait pas, parce que la pratique de la République quinquennale n'avait pas recours à cet outil, puisque le président avait toujours la majorité, et le Parlement était une chambre d'enregistrement de fait. Donc ces outils sont là pour faire du coup par coup, mais effectivement, moi aussi j'ai des doutes, parce que je pense que c'est
pas forcément ce à quoi les Français veulent assister. On sera dans de la combine permanente, dans de la négociation permanente. Je rappelle les 54% d'abstentionnistes aux élections législatives. Mais c'est effectivement l'une des solutions politiques. Après, moi, je pense qu'il va aussi, Emmanuel Macron, devoir compenser quelque chose, une énorme faiblesse de son premier quinquennat, c'est la présence d'hommes et de femmes à ses côtés pour ne plus gouverner seul. Parce que là, typiquement, on voit qu'à Matignon, qui est censé être la chambre de gestion de la majorité, il y a un problème. Il y a un problème de charisme, d'expérience politique, de gestion politique. Oui. On voit que il y a la même chose il va devoir compenser. En fait, Jupiter faisait le vide autour de lui. Aucune autre planète ne devait faire de la lumière, faire autant de lumière. Aujourd'hui, il va falloir complètement qu'il change son dispositif, ce qui est pour lui un problème, parce qu'à force d'avoir anéanti non seulement les clivages, mais aussi quelque part le personnel politique pendant 5 ans, le roi se retrouve nu et va devoir recomposer ce que lui-même a décomposé. Il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on a raison, et c'est passionnant, et le Parlement retrouve enfin le rôle qu'il devrait avoir de se fixer sur les difficultés parlementaires, mais la politique française et son climat ne se limitent pas au Parlement. Donc là, nous allons avoir un certain nombre de sondages d'opinion dans lesquels les abstentionnistes sont consultés et qui vont montrer une baisse de confiance dans l'exécutif spectaculaire. Donc ça va affaiblir encore un peu plus le pouvoir exécutif. Et ensuite, la politique passe par le Parlement, mais tout n'est pas dans le Parlement. Mais oui. Et donc il y a un certain nombre d'événements, je vais en prendre un qui a été à mon avis décisif dans le score des élections législatives, qui est celui du Stade de France, qui n'est pas un événement parlementaire, qui est un événement sociétalo-politique, qui est maltraité par la majorité et qui a des conséquences directes. Avec un pouvoir exécutif très affaibli, le même événement entraîne mécaniquement une démission. Donc on va se retrouver, en plus des difficultés du cas par cas à l'intérieur de la Chambre, devant une pression permanente sur ceux qui sont à l'extérieur de la Chambre, soit dans le gouvernement, soit à l'Élysée, qui fait qu'on a le grand risque d'une chiracisation, voire d'une hollandisation de ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Si vous me permettez 2 remarques, au titre aussi des choses qui font que tout ne se jouera pas au Parlement. Vous prenez l'histoire, par exemple, de la voiture électrique à 100 € en leasing. Ça, c'est Bruno Le Maire qui traite en direct avec la filière automobile. Sans doute qu'il y aura cette tentation d'essayer de court-circuiter le circuit traditionnel avec des espèces d'accords de gré à gré sur tout un tas de sujets. On ne pourra pas tout faire comme ça, mais dès qu'on le pourra, ce sera le cas. Et puis, concernant la pression, elle n'est pas que sur Emmanuel Macron. Vous avez vu hier l'entrée des Insoumis à l'Assemblée nationale, dansant sur le champ des Gilets jaunes. Vous en avez 61 sur les 75 nouveaux élus de la France Insoumise qui n'ont aucune expérience politique, qui n'ont jamais, qui ne connaissent pas du tout, qui découvrent le Palais Bourbon. Mais comme les macronistes en 2017. Oui. Et d'ailleurs, on a vu ce que ça a donné. Emmanuel Macron s'en est tiré en disant soyez fiers d'être des amateurs. Sauf que ça n'avait pas le même enjeu. Maintenant, le Parlement, effectivement, retrouve un enjeu, notamment dans d'éventuelles coalitions de majorité, mais aussi d'opposants. Parce que si vous faites les calculs, on parle de boutiques et de petits calculs, mais ça c'est important, s'il y a une coalition des opposants, ça veut dire motion de censure gagnante qui fait tomber un Premier ministre. Mais vous voyez la gauche devoir au Rassemblement National la chute d'un gouvernement. Écoutez, on a traversé un quinquennat de tempêtes assez importantes, qu'il s'agisse des gilets jaunes, de la crise sanitaire et bien d'autres choses encore. Donc je pense qu'on peut à nouveau s'attendre, vu en plus la situation politique après ces législatives, à un quinquennat éruptif. Il y a une autre question que d'ailleurs je ne sais pas trancher aujourd'hui, c'est est-ce que ce résultat des élections législatives il canalise ce qui pourrait se passer dans la rue pendant ce quinquennat. Est-ce que le fait que les Français, en tout cas ceux qui ont voté, aient créé cette situation politique où Emmanuel Macron est contraint et il va devoir respecter des équilibres imposés par les électeurs, et ben ça canalise les mouvements sociaux, contrairement à un Parlement ultra-majoritaire sans la responsabilité est chez les élus de la France Insoumise, du Rassemblement National. Aussi, oui, c'est-à-dire, soit ils font de l'Assemblée nationale une chambre d'écho des colères de la rue, et à partir de là, ça alimentera la colère sociale dans la rue, soit ils en font un lieu de délibération civique, c'est-à-dire qu'ils se hissent à la hauteur de l'endroit de leurs prédécesseurs de l'histoire et qu'ils refusent, et certains membres de la France Insoumise pour le moment n'ont pas l'air d'être dans cet état d'esprit, d'en faire une politique de coups d'éclat, de provocation et d'happening. Mais là, c'est la vraie question. Parce qu'il y a quelque chose dans ce scénario, dans ce qu'on a vécu, qui est en fait une bonne nouvelle démocratique, c'est que pour une fois, la représentation représente un peu mieux
que depuis 10 ans le pays. Mais il faudrait que maintenant les représentants soient au niveau de cette responsabilité. Et ça, on va voir de part et d'autre. À la France Insoumise et au Rassemblement National, il y en a beaucoup que l'on ne connaît même pas et on verra en pratique comment ils se comporteront. On va vite les découvrir en tout cas. Merci messieurs. Vincent Trémollet de Villers du Figaro, Louis aux Alters de Marianne, et je redonne le titre de votre ouvrage co-écrit avec Agathe Lambray de BFM, non c'est ça? De BFM TV, de tout à BFM fait. TV. L'étrange victoire Macron 2, histoire secrète aux éditions de l'Observatoire. Et c'est vrai que le livre est très bon. C'est Merci, pas juste Dimitri. pour vous faire plaisir parce que vous êtes là. On en a déjà dit du Jamais. bien. 8h57 sur Europe 1. Bonjour Philippe Bandel. Bonjour Dimitri. Allez, Culture Média dans 5 minutes au programme. Justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que je vais parler de LCI dont l'audience ne cesse de monter. Et pourtant, LCI a fait un pari contre-intuitif. Ils parlent très peu de politique. Ils n'ont pas passé à la conférence de Mbappé. Ils n'ont pas parlé du jubilé de la reine ou à peine. Ils ne parlent quasiment que de l'Ukraine avec des reporters sur place et des analyses en plateau, des spécialistes, et ça marche. C'est tellement intéressant qu'on a invité le patron de la rédaction, Bastien Morassi, et la journaliste présentatrice Amélie Carouer. Au sommaire également, Pierre Hermé, la nouvelle saison Le du pâtissier. meilleur pâtissier professionnel. Ça démarre demain sur M6. Il sera avec nous. On sera également avec le producteur de l'émission, Jérémy Atlan, et puis le comédien et humoriste Vincent Dedienne pour son nouveau seul en scène. Ça s'appelle Un soir de gala. Son premier seul en scène. Il arrivait tout nu. Il parlait, il révélait son homosexualité. Que faire de plus? Il n'a pas fait plus, il a fait différent. Il s'est rhabillé. Et c'était Il était différent. déjà rhabillé. Il arrivait, il restait pas tout le spectacle à poil. On va dire les choses. Merci Philippe, bonne émission. Culture Média, ça démarre dans 5 minutes. Excellente journée, on se retrouve demain matin, c'est 6h30 sur Europe 1. Bonne journée.